Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour chers auditeurs d'Altistoria, bienvenue dans une nouvelle émission dédiée à l'histoire locale altiligérienne. Aujourd'hui, nous partons dans le monde de l'histoire géologique de la Haute-Loire, entre montagnes, lacs et volcans. Pour aborder ce sujet, nous avons avec nous aujourd'hui Timothée Lost. Bonjour Timothée. Bonjour. Timothée, vous êtes originaire de Haute-Loire et passionné de géologie. Vous êtes membre du groupe géologique de la Haute-Loire depuis 2014. Vous avez beaucoup étudié les massifs du Mégale et du Mézin, ce qui a donné lieu à plusieurs publications de comptes rendus, de sorties géologiques dans le bulletin annuel de l'association Le Zircon. Après un bac scientifique, vous avez étudié les sciences de la Terre à l'université de Clermont-Auvergne pour approfondir vos recherches sur les volcans du Velay, au contact de certains enseignants-chercheurs. Vous avez fait également plusieurs stages de recherche au laboratoire Magma et Volcan, axés sur les thématiques de l'origine de l'eau sur Terre et ses diverses formes de stockage au sein de la Terre. Passionné de sciences sociales au sens large, en 2021, vous avez effectué un master de recherche en histoire des sciences à l'EHESS au sein du centre Alexandre Coiré. Vous soutenez votre mémoire en juin 2023, intitulée « Ce que le terrain fait à la science », enquête sur la persistance d'une supercherie scientifique à l'aune des concepts de savoir résidentiel et cosmopolite, le cas de l'homme fossile de la Denise, où vous analysez la persistance dans le temps long d'une supercherie scientifique. Histoire géologique de la Haute-Loire, montagne, lac, puits, volcan, c'est le titre de l'émission. Le mot puits est important parce qu'il fait appel à un processus. Montagne, lac, puis volcan, exactement un processus chronologique. Vous allez revenir avec nous sur ce processus-là. Tout d'abord, les pierres de Haute-Loire peuvent-elles nous raconter notre histoire ? Alors, la question me rappelle le titre d'un livre de Maurice Matoer, qui était un tectonicien. Et son livre s'intitulait « Ce que disent les pierres ». Donc c'est un livre très intéressant et très, très bien construit, très pédagogique. Alors bien entendu, les pierres ne parlent pas toutes seules, et je dirais plutôt qu'on les fait parler. Et il faut bien se rendre compte que pour dire ce qu'on dit aujourd'hui sur cette histoire géologique, il a fallu plusieurs siècles de débats, d'observations, de comparaisons, d'expériences pour pouvoir comprendre comment est-ce que toutes ces roches s'étaient formées. Parce que bien entendu, aujourd'hui on parle beaucoup des volcans du Velay, mais pendant longtemps on ne se rendait pas compte qu'on avait affaire à des volcans. Et donc il a fallu du temps, beaucoup de discussions savantes et scientifiques, et donc il faut bien se dire avant tout, les pierres bien entendu ne parlent pas d'elles-mêmes, on fait parler les pierres, et pour faire parler les pierres, bien entendu, il faut se poser des questions, en discuter pendant longtemps, et en fait ce qu'on raconte sur les pierres est le fruit de l'histoire des sciences. Alors bien entendu, ce que je vais dire aujourd'hui, si ça se trouve, sera peut-être remis en cause dans quelques années, même si bien entendu, il y a eu consensus scientifique sur bon nombre de ces histoires-là. Et donc le travail du géologue, finalement, c'est de raconter cette histoire à partir des éléments qu'il observe. Donc je dirais que c'est avant tout les géologues qui parlent, qui font parler les pierres, que les pierres, bien entendu, ne parlent elles-mêmes, même si on a la chance dans notre département d'avoir la fameuse phonolite, et la phonolite, c'est la pierre qui chante, puisque c'est la pierre qui sonne lorsqu'on la frappe, et qui est bien entendu d'une certaine manière une roche qui parle directement. Et il faut bien se rendre compte que toute cette histoire géologique, ces mouvements dont on va parler, s'étalent dans un temps très long, dans un temps dont il faut prendre conscience, parce qu'il est difficile de s'imaginer déjà ce que représente 1 million d'années, et il est encore plus difficile de se dire que tout ce qu'on dit, ce qu'on peut dire actuellement, en fait, a été théorisé, pensé, il n'y a pas très longtemps finalement, parce que la théorie de la tectonique des plaques, entre autres, qui permet d'expliquer pas mal de choses dans cette histoire géologique, n'a été élaborée qu'au cours du XXe siècle. Est-il vrai de dire qu'avant nous étions sous l'eau ? Avant nous étions sous l'eau, c'est une excellente question. Alors avant, quand est-ce que c'est ? Avant, quand ça ? Et puis où est-ce que nous étions sous l'eau ? Donc bien sûr, j'imagine qu'on parle de Haute-Loire, mais où en Haute-Loire ? Alors on va dire qu'il y a 3 moments où on a pu être sous l'eau en Haute-Loire. Donc là, on se prépare à un saut dans le temps très important. Il y a 400 millions d'années, il y avait ce que l'on appelle l'océan du Massif central.
Plus récemment, donc de 50 à 25 millions d'années, on a eu d'autres lacs qui étaient plus des sortes de marécages. Et puis encore plus récemment, il y a environ 2 millions d'années, on avait un lac plus localisé au niveau du bassin du puits. Et puis il y a des périodes où on n'a pas été dans l'eau et certaines parties de la Haute-Loire n'ont pas été couvertes par l'eau au cours des temps géologiques. Alors il faut bien ici prendre la mesure voilà, de ces temps géologiques et la question de la quantification du temps. Si on peut prendre un exemple assez simple qui a été donné par le paléontologue américain Stephen Jay Gould. Il disait que si on tend notre bras et que notre bras représente les temps géologiques de la formation de la Terre jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'homme, ne serait-ce que donc l'histoire de l'humanité, si on se limait le bout de l'ongle, on faisait disparaître cette histoire de l'homme. Donc on se rend compte que les temps géologiques sont bien plus étendus que notre temps à nous, que le temps de l'humain. Et donc quand on parle de 400 millions d'années, il faut bien s'imaginer qu'on est très loin et que notre histoire à nous est infime au regard de cette histoire géologique. Vous parlez d'un circuit de formation géologique du Massif central allant des montagnes aux lacs puis aux volcans, s'étalant sur 300 millions d'années. Si l'on prend l'altitude en critère, on est passé de l'Himalaya aux vallées en plusieurs millions d'années. Quels sont les facteurs qui amènent le paysage, du moins le relief, à être autant profondément modifié ? Alors, le paysage est profondément modifié. Alors, vous avez parlé de variations d'altitude. J'ajouterai aussi les variations de latitude. Et alors, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, on pourrait dire donc qu'il y a 300 millions d'années, on va dire plutôt, il y avait une chaîne de montagnes donc équivalente à celle de l'Himalaya au niveau de la Haute-Loire. Alors en fait, cette histoire-là est importante parce que c'est grâce à cette chaîne de montagnes qu'on a aujourd'hui notre sous-sol, alors ce qu'on appelle en géologie le socle, c'est-à-dire le soubassement, et ce socle est granitique ou métamorphique. Alors le granit se forme à la base des chaînes de montagnes. Alors pour rappeler rapidement les grandes lignes de cette histoire en fait des chaînes de montagnes, c'est la théorie de la tectonique des plaques qui va nous aider, puisque les océans d'abord s'ouvrent en fait. Donc les océans et les montagnes sont liés, on ne dirait pas comme ça de prime abord, mais il faut bien prendre conscience de ça. Donc dans un processus tectonique, on commence par l'ouverture océanique. Donc les océans s'ouvrent. Si on prend un exemple aujourd'hui, dans la Terre actuelle, ce sont les lacs africains. Donc les lacs africains, en fait, c'est le résultat d'une déchirure du continent africain. On a un océan qui est en train de se créer au niveau de ce qu'on appelle le rift africain. Ça, c'est l'ouverture océanique. Ensuite, l'océan continue de s'ouvrir et s'étend. Donc, par exemple, l'océan Atlantique est un océan pleinement ouvert. Donc, on a déchiré un continent. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Amérique était collée à l'Europe. On a déchiré ce continent pour avoir l'océan Atlantique. Et puis, les océans finissent par se fermer. Donc, au niveau de ce qu'on appelle les fosses océaniques, la plus célèbre étant la plus profonde, la fosse des Mariannes, dans le Pacifique, où en fait, les océans se ferment, donc c'est-à-dire que le fond des océans finit par subducter, donc c'est-à-dire qu'il s'enfonce dans les profondeurs terrestres au niveau de ces fosses océaniques. Et puis la fermeture de l'océan en fait permet le rapprochement de deux continents, tout comme au départ on les avait séparés en les déchirant. On rapproche ces continents et on les fait se rentrer dedans et on va former les chaînes de montagnes. Donc au moment, c'est ce qu'on appelle la collision, et l'exemple le plus connu, c'est l'Inde qui est venue s'encastrer dans le continent eurasien pour former l'Himalaya. Donc ce cycle tectonique, donc c'est la théorie de la tectonique des plaques, a eu lieu plusieurs fois et se renouvelle. Donc on a eu un cycle à l'époque varisque, donc c'est il y a 300 millions d'années, et puis on a eu un cycle plus récemment, qui est le cycle alpin, qui va expliquer plein de choses en Haute-Loire. Donc pour remonter à cette histoire ancienne, on avait un océan, il y a 400 millions d'années, l'océan du Massif central qui s'est fermé, et en se fermant, deux continents se sont rentrés dedans et ont formé cette chaîne de montagnes importante. Et à l'aplomb des chaînes de montagnes, donc en profondeur, en fait, si vous faites rentrer deux continents dedans, ils s'empilent l'un sur l'autre. Donc en fait, vous épaississez la croûte. Donc en moyenne, on considère que le continent, là où on marche, la croûte continentale, fait 30 km d'épaisseur. Et donc, quand vous faites une collision, vous faites rentrer deux continents l'un dans l'autre, vous doublez cette épaisseur et donc vous passez à 60 km d'épaisseur. Et à la base de cette chaîne de montagnes vont se former des grosses masses magmatiques de roches en fusion
qui sont à l'origine en fait de notre sous-sol du département, puisque en fait quand les forces compressives qui sont à l'origine de la chaîne de montagne vont cesser, vont s'arrêter, la chaîne va s'effondrer sur elle-même et la racine de cette chaîne de montagne va être ramenée à la surface et donc va constituer le soubassement en fait des continents. Donc les continents sont principalement constitués de granit et ce granit c'est ce qu'on appelle le socle. Donc à peu près partout en Haute-Loire on a cette roche granitique qui est présente et qui constitue le sous-sol du département. Et puis il va se passer une période d'érosion de la chaîne, de disparition de cette chaîne de montagne et d'autres processus après vont intervenir. Vous parlez d'une longue période de calme, une période géologique bien sûr. À quoi correspond-elle en Haute-Loire ? Voilà, alors cette période de calme, effectivement, c'est ce qu'on appelle en géologie une lacune. En fait, c'est quand on n'a aucune roche qui témoigne de cette période. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer, voilà, quand on fait de l'histoire, on cherche des documents, on cherche des archives pour avoir des traces de ce qui s'est passé. En géologie, c'est la même chose. On a besoin de roches pour raconter ce passé. Et là, on a une période de temps, donc d'il y a à peu près 250 millions d'années jusqu'à 50 millions d'années, où on n'a quasiment pas de roches de cette époque-là, pas de roches volcaniques, pas de roches sédimentaires, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et au final, cette absence de roches nous dit quelque chose, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire que c'était plat. Donc une fois qu'on a formé cette chaîne de montagnes il y a longtemps, hein, donc il y a 300 millions d'années, elle s'est effondrée sur elle-même quand les contraintes compressives ont cessé, elle s'est érodée, donc c'est ce qu'on appelle la pénéplanation, et il faut s'imaginer que entre 250 millions d'années et jusqu'à 50 millions d'années, l'actuelle Haute-Loire était assez plate, donc c'était des terres émergées, donc on n'a pas eu la mer à cette époque-là, pas eu de dépôts sédimentaires comme on peut en trouver dans d'autres endroits en France, par exemple dans le Jura ou dans la Provence, où on trouve des traces de dinosaures, hein, parce que c'est l'ère secondaire, hein, c'est la période des dinosaures, et donc on n'a pas de traces de cette période. La seule trace éventuelle qu'on ait, ce sont des sols rouges, qui sont caractéristiques d'un climat tropical et qui sont issus de l'altération du granit. Donc on avait ce granit exposé aux conditions tropicales qui a été altéré, qui s'est dégradé, qui a formé ces sols rouges. C'est la seule trace qu'on ait de cette période-là pour la Haute-Loire. En quoi le volcanisme altiligérien est-il singulier ? Alors il est singulier, je dirais, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de volcans trachyphonolithiques. Donc, ces volcans phonolithiques sont nombreux. On en compte à peu près 180. Et le fait qu'on en ait autant est assez unique. Assez unique en Europe et même pour le monde. Et puis, le deuxième aspect, je dirais, c'est qu'on a une diversité importante des dynamismes éruptifs. Donc, c'est-à-dire que vous avez aussi bien des volcans qu'on va appeler stromboliens. Donc, un volcan strombolien, typiquement, c'est le volcan que tout le monde connaît, avec un cratère, des fontaines de lave. Typiquement, c'est pour la Haute-Loire l'exemple le plus parlant, le mont Bar, à proximité d'Allègre. On a des volcans qui sont ce que l'on appelle des mares. Donc, on a eu le contact entre un magma basaltique et un petit peu d'eau. Et ça forme des cratères d'explosion. Un des plus connus en Haute-Loire étant le lac du Boucher ou le lac de Saint-Front. Et puis si on a de la lave qui sort dans un lac, où on a un petit peu plus, encore plus d'eau, on va former des volcans dits surtséiens. Alors les volcans surtséiens ont été définis en Islande, hein, lorsqu'on a observé en 1963 la formation d'une île volcanique, l'île de Surtsey. Et ces volcans surtséiens, on les retrouve en Haute-Loire, dans le bassin du Puy. Hein. Donc, ce sont les fameux rochers de Polignac, de Chérac, de Rocher-Corneille, Rocher d'Aiguille. Et puis on en trouve un petit peu aussi du côté de Langeac. Et pour ce qui est de la géologie au niveau de la France métropolitaine, c'est un des endroits où en fait on a le plus de... c'est même un des seuls endroits où on a du volcanisme surtséien. On en a un petit peu dans le Cantal, mais très peu. Et on en a en Haute-Loire. C'est une des caractéristiques géologiques de la Haute-Loire. Donc je dirais, voilà, ces sucs phonolithiques et puis ces brèches volcaniques surtséiennes. Alors justement, en parlant des sucs, les sucs issingelés, ces fameux sucs issingelés, qui sont d'ailleurs dans la tradition comptés au nombre de 7, mais qui seraient apparemment d'ailleurs un peu plus nombreux que ça. Ces sucs issingelés, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment ils se sont formés ? Est-ce qu'il y en a vraiment 7 ? Oh, il y en a 7 et plus. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle un suc. Alors le suc, c'est avant tout un terme géographique à l'origine qui désigne une colline, une petite montagne. C'est pas vraiment un terme géologique. Mais c'est vrai qu'en Haute-Loire, on parle des sucs, donc du côté de l'Issingelé et puis du massif du Mégale, et puis on va parler plutôt des gardes du côté du Devès.
Pour ce qui est de la Haute-Loire, la plupart des sucs sont donc des sortes de des dômes ou des aiguilles de lave. Alors on pourrait, pour faire simple, différencier deux types de volcans. Les volcans qui sont en fait des cônes, donc typiquement le volcan que tout le monde s'imagine avec un cratère. Donc ça, en fait, ce sont les Gardes du Devès sont des volcans dits stromboliens, donc des volcans avec un cratère. Alors on voit souvent, si on regarde les Gardes, on ne trouve pas le cratère. Pourquoi ? Parce que le volcan s'est érodé. C'est-à-dire que sous l'effet du gel, du dégel, de la pluie, c'est des volcans qui ont assez vieux, qui ont 1 à 2 millions d'années. Donc en fait, le cratère a complètement disparu, sauf dans certains cas, comme par exemple le Mont Bar. Et donc ces cônes volcaniques sont associés à des laves qui sont très fluides, les basaltes, et qui forment donc des plateaux assez grands, comme le plateau du Mézin ou le plateau de Caire. Donc on a une lave qui sort à 1200 degrés, qui est incandescente, qui est rouge, c'est ce qu'on voit à la télévision souvent, qui est fluide et qui s'écoule comme un petit peu de la pâte à crêpes, si vous voulez, qui s'écoule facilement. Et puis ce magma-là, si on le laisse un certain temps en profondeur, il va évoluer chimiquement. Donc en fait, c'est-à-dire que des cristaux vont commencer à se former, et vont tomber au fond de la chambre magmatique. Donc les premiers cristaux à se former, c'est des cristaux qui sont riches en fer et en magnésium, on les appelle les ferromagnésiens, et forcément en tombant au fond de la chambre, ils vont retirer ce fer et ce magnésium au magma. Et donc le magma va changer de composition, il va devenir plus froid, aux environs de 700 degrés, et plus visqueux. Et donc quand il va sortir à la surface, il a changé de composition chimique en profondeur, et donc on va avoir une sorte d'écoulement plus localisé. On a une lave qui est visqueuse, et donc là on va avoir plutôt de la pâte à pain, si vous voulez, et on va former ces sucs qui ont une forme de dôme, d'aiguille, où la lave en fait s'est pas écoulée sur des distances très longues. Et on a un volcanisme qui n'était pas explosif comme dans le cas des volcans stromboliens. Donc plus que 7. Plus, ah oui, pour l'Issingelais. Oui, plus que 7. Après, en géologie, bon, enfin, je veux dire, c'est pas très utile de dire qu'il y a 7 sucs dans l'Issingelais. C'est lié aux croyances. C'est lié aux croyances. Oui, voilà, d'accord. Disons que c'est une autre échelle, mais après, tout dépend, ce qu'on entend par suc. Quels sont les derniers phénomènes volcaniques majeurs aperçus en Haute-Loire ? Ah, c'est une excellente question. Alors avant de parler de ces phénomènes volcaniques majeurs, il s'est passé quand même d'autres choses entre-temps. Tout d'abord, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu une forte érosion quand même, et une érosion qui a été liée à la surrection du Massif central. Alors on n'a pas trop parlé de cette époque, il y a entre 50 et 25 millions d'années, où on avait des lacs en Haute-Loire. Et en fait, pourquoi on a eu ces lacs en Haute-Loire ? En fait, au niveau de quand la chaîne alpine s'est formée, donc on a eu une compression au niveau des Alpes, et cette compression a induit une extension au niveau du Massif central. Donc on s'imagine que si on pousse forcément au niveau des Alpes pour faire cette chaîne de montagnes, on va tirer sur le Massif central, et en tirant sur le Massif central, on va amincir la croûte terrestre. Et en fait, en amincissant cette croûte terrestre, on fait remonter une partie du manteau, donc ce qu'on appelle le manteau terrestre, et la décompression du manteau engendre toujours une fusion de ce manteau, une fusion partielle à l'origine de roches volcaniques. C'est ça la surréaction du coup ? La surréaction, c'est le fait de sortir, que le sol sorte. Alors, la surréaction, alors elle intervient un petit peu plus tardivement, mais bon, on va tirer sur ce massif central, donc on va créer des dépressions, donc le bassin du Puy typiquement, le bassin de l'Amblavèze ou la plaine de Brioude, où on va avoir des lacs à cette époque, et il faut bien s'imaginer qu'à cette époque, on est quasiment au niveau de la mer. Donc on a eu cette pénéplaine de 150 millions d'années à 50 millions d'années, et on a des preuves, des petits éléments fossiles dans ces argiles, par exemple du ravin de Corbeuf, qui nous indiquent qu'on a eu des incursions marines. Donc à cette époque-là, dans ces lacs-là, entre 50 et 25 millions d'années, on a un paysage qui ressemble un petit peu à l'actuelle Camargue, si vous voulez. Donc des marécages, de l'eau qui est douce, et puis parfois des intrusions d'eau marine. Et puis plus tardivement, donc on va dire à partir de 15 millions d'années, le Massif central va se soulever, donc toujours en lien avec les Alpes. C'est-à-dire qu'au niveau de la racine alpine, on a du matériel froid qui va s'enfoncer et qui va faire remonter du matériel mantélique chaud. Et ce matériel qui remonte va fondre, va générer des magmas qui vont générer le volcanisme. Et en même temps, une surrection du Massif central. Donc on passe de cette altitude quasiment zéro à l'altitude actuelle que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, en créant ce relief, forcément, on va créer des écoulements d'eau, si vous voulez.
Et ces écoulements d'eau vont permettre l'érosion et vont permettre de façonner le relief que l'on connaît, donc les vallées actuelles. Donc il faut bien s'imaginer que les vallées qu'on voit qui descendent depuis le massif du Mézin en direction de la vallée du Rhône ou les vallées de la Loire et de l'Allier se sont creusées pendant cette phase de surrection. Donc le massif central, si vous voulez, monte, gagne en altitude, et puis en même temps, on l'érode. Et en l'érodant, on fait disparaître certaines formes du volcanisme. C'est pour ça que certains de nos volcans n'ont plus de cratères. Le cratère a été effacé par l'érosion. Il ne faut pas oublier aussi les phénomènes périglaciaires. Le département a connu plusieurs glaciations, même si on n'a pas de traces géologiques de glaciers. On a ce que l'on appelle des rivières de pierre, des éboulis, qui sont des sortes de glaciers rocheux, et qui ont été formés par ces périodes glaciaires. Et pour donc en revenir à ce volcanisme récent, pour que le volcanisme soit aperçu par l'homme, il faut qu'il soit quand même assez récent. Et notre volcanisme, à nous, est pour l'essentiel ancien, puisque nos volcans, on va dire, ont de 15 millions d'années à 5 millions d'années pour ce qui est du massif Mégale-Mézin. Et puis on va avoir des volcans un peu plus récents dans le Devès et le bassin du Puy, aux alentours de 2 millions d'années pour faire simple. Et à cette époque, on n'a pas l'espèce humaine qui est implantée sur le territoire. Mais par contre, on pourrait supposer que éventuellement le mont Bresse, du côté du Monastier, est beaucoup plus récent. D'ailleurs, il a encore son cratère, ce qui nous indique qu'il est beaucoup plus récent. Et il a probablement un âge aux alentours de, on pourrait dire 50 000 ans, même si l'âge est imprécis. En fait, chimiquement, on a des difficultés pour établir l'âge de ce volcan. Mais il serait sur l'axe, une fissure, si vous voulez, qui a permis l'émission de magma, et il serait plus ou moins lié au lac d'Issarlès. Et le lac d'Issarlès a récemment été daté, on a évalué son âge autour de 52 000 ans. Donc on a quelque chose de plus récent, mais bon, il y a 50 000 ans, il n'y avait peut-être pas d'Homo sapiens à l'époque, donc peut-être l'homme de Néandertal. Mais bon, c'est des questions encore en suspens. Est-ce que l'homme de Néandertal, justement, a pu être témoin de ces derniers phénomènes, ou l'Homo sapiens d'ailleurs aussi ? Si on regarde la chronologie et les traces qu'on a d'occupation de ces peuples-là, et la chronologie du volcanisme, on pourrait tenter de répondre oui, sachant que récemment, il a été mis en évidence dans la grotte Chauvet des sortes de représentations éventuellement d'éruptions volcaniques, alors qui seraient plutôt liées là au volcanisme, au jeune volcanisme de l'Ardèche. Et il se trouve que les dates semblent correspondre. Donc il est tout à fait possible que les Aurignaciens de la grotte Chauvet aient pu voir les éruptions volcaniques d'Ardèche, qui sont beaucoup plus récentes, puisqu'on a des âges qui vont jusqu'à, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de 28 000 ans jusqu'à 12 000 ans. Donc on a des éruptions volcaniques récentes, et puis dans la chaîne des puits, on a des éruptions qui ont eu lieu il y a 6 000 ans. Donc l'homme a pu être témoin, bien entendu, de ces éruptions-là. Et si on s'intéresse à la Haute-Loire, on a en Haute-Loire des sites comme par exemple le site de Soleillac, à proximité de Blanzac, dont l'âge est estimé, on va dire, entre 900 000 et 600 000 ans, où là on aurait probablement, alors on n'est pas sur l'Homo sapiens ni l'homme de Néandertal, on est bien plus ancien. Et on peut s'imaginer que ces hommes-là, alors qu'ils sont peut-être à l'époque des Homo erectus, ou du moins des formes intermédiaires entre Homo erectus et Homo sapiens, qui auraient peut-être pu voir des éruptions volcaniques, mais bon, rien ne le prouve. Merci beaucoup Timothée pour avoir accepté notre invitation à Altistoria. Merci à vous. On espère que vous avez pu voyager, chers auditeurs, au travers de l'histoire géologique de la Haute-Loire, entre montagnes, puits et volcans. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission Altistoria. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.